longtemps, pendant 20 ans, pendant 25 ans, la perception que nous avons de ce monde arabe qui nous est particulièrement proche est passée par le prisme tout à fait déformant de ce qu'on a appelé l'islamisme. La première, peut-être très grande bonne nouvelle de ces printemps arabes, c'est qu'on a tous plus ou moins le sentiment, je pense qu'Alain l'a bien redit aujourd'hui, jusqu'à présent, quand même, on disait, on espère que l'année prochaine ça ira mieux, mais on est convaincu que ça ira plus mal, et c'était quand même en gros ce qui se passait, on avait toujours raison, notamment sur l'évolution du conflit israélo-arabe. Et là, il faut bien dire que c'est grâce à Mohamed Bouazizi et à un certain nombre d'autres, bien sûr, il ne faut pas les oublier, on a pour la première fois l'impression que l'image du monde arabe est en train de se transformer de façon positive, ça reste complexe, mais on a eu un électrochoc extrêmement positif, et pour la première fois, cette région du monde irradie, adresse au reste du monde un message, en tout cas plus contrasté que des barbus et des tribus et des crispations identitaires. Alors, il va de soi que je ne voudrais surtout pas m'inscrire à contre-courant de ce moment de bonheur et de l'évolution de notre perception de cette région. En venant rajouter du poil de barbu dans le potage, alors qu'il nous a été peut-être un petit peu vite dit que eh bien, ces printemps pouvaient se construire comme une espèce de dépassement de cette période qui nous avait, à juste titre, inquiétés. Alors, prenons des points d'appui. Je ne sais pas combien de minutes je prendrai pour dire la perception que pour ma part j'ai construit des courants islamistes, mais pour l'instant j'en fais l'économie, mais je voudrais bien affirmer quelque chose sur lequel nous serons sans doute tous d'accord. Les courants islamistes, c'est un phénomène conjoncturel. C'est un phénomène qui a une dimension réactive. Hein. Donc, en deux phrases, moi j'ai toujours défendu l'idée qui n'a pas beaucoup changé. Il y a un monsieur dans la salle qui m'a écouté raconter mes bêtises en 1992, et c'est vrai que bon, si on les reprend, hein, on peut m'accuser de tout sauf d'avoir manqué de constance. J'ai dit en gros qu'au lendemain de la période d'hégémonie occidentale qui s'est exprimée par la présence coloniale et qui avait fait du système symbolique des sociétés dominées une espèce d'accessoire folklorique qui s'interdisait d'exprimer l'universel. Nous vivons une période réactive où l'univers symbolique, où les marqueurs identitaires, mais tous les mots sont dangereux à utiliser, de la culture musulmane retrouve ses marques et réclame son accès à l'expression de l'universel. On a un processus extrêmement complexe qui pour moi est essentiellement identitaire et qui fait que les catégories de la culture musulmane se réconcilient avec le discours politique, non pas le potentiel de mobilisation de la référence islamique ne venant pas de son caractère sacré, mais venant de son caractère endogène. Hein, une fois que j'ai dit ça, j'ai presque tout dit. Ça me fait plaisir de parler musulman parce que j'ai l'impression d'employer une terminologie qui est issue de l'histoire de ma société, qui referme la fracture coloniale. C'est le langage de mon grand-père et ça n'a pas été le langage de mon père. On a abordé ça ce matin et j'ai failli réagir, mais j'ai dit non, on laisse. On a dit, est-ce que le FLN a ou non marginalisé la référence musulmane? Est-ce que les élites de la première génération en Algérie ont ou non marginalisé la référence musulmane? Moi, j'avais envie de dire oui, un peu plus que ceux qui ont répondu à la table, ou plutôt j'étais d'accord avec Alain Grèche qui a dit il y avait une dichotomie dans les sociétés. Les paysans qui prenaient le fusil, qui montaient au maquis, le faisaient avec un lexique de mobilisation qui était musulman. Ils faisaient le djihad contre un envahisseur. Mais les élites, non, se sont coupées du langage de la culture musulmane. Et je prenais souvent un exemple près de mes étudiants. J'avais pris un jour au hasard un recueil des discours du président Boumedienne. Hein, donc président Boumedienne, c'est 1965-1978. Et j'avais dit, tiens, parce que j'enseignais pendant 7 ans en Algérie à cette époque, je dis, tiens, je voudrais bien avoir un exemple du discours qui était tenu sur l'islam dans cette période du nationalisme algérien post-indépendance. Et donc, il y avait un index dans le livre, et je cherche islam.
cherche islam, industrialisation, industrie. Il n'y a pas le mot islam dans l'index thématique des discours du président Boumedienne. Donc c'est bien une réponse à ce qu'on s'était vaguement posé comme question ce matin. C'est bien vrai qu'il y a eu une sorte de marginalisation du système symbolique perçu comme étant étroitement lié à la culture qui avait le mieux résisté à l'influence étrangère, qui se trouvait être, par la force des choses, la culture religieuse. Donc mon approche de l'islamisme, c'est une approche qui dit c'est un vaste mouvement identitaire, il faut distinguer donc deux notions. Pourquoi les gens se remettent à parler musulman, pourquoi ils se sentent mieux en employant le langage, la terminologie, le lexique d'une culture qu'ils perçoivent comme étant héritée directement de leurs ancêtres. Et après, il y a une deuxième question très très difficile. Qu'est-ce que ça fait à un individu politique quand il parle musulman? Est-ce que ça le rend gentil? Est-ce que ça le rend méchant? Est-ce que ça le rend démocrate? Est-ce que ça le rend machiste? Et là, la réponse, elle est très simple, c'est « j'en sais rien ». On doit aller voir sur le terrain des configurations extrêmement différenciées, des dynamiques extrêmement complexes et qui ne sont pas explicables par le recours à un lexique déterminé. Après, on doit aller voir des situations qui vont varier, et j'emploie tout le temps la même métaphore. Je dis, si un martien se pose sur la planète Terre et il voit de l'eau, tout dépend où il la voit, s'il la voit dans une cascade, ou s'il la voit en vapeur, ou s'il la voit dans la mer, ou s'il la voit dans un lac, ou s'il la voit dans une bouteille, il va tirer des conclusions extrêmement différentes sur la nature intrinsèque de l'eau. Eh bien, l'impact de la réintroduction des marqueurs de la culture musulmane dans la vie politique de cette région du monde, elle est liée à des considérations qui ne sont pas intrinsèques à ce lexique. Donc on n'aura jamais l'explication du comportement des électeurs en lisant la sourate machin. Ou en disant ils l'ont lu à l'envers, s'ils l'avaient lu à l'endroit, ça irait mieux. Ou en disant ils ont rencontré Saïd Qutb, les pauvres, et donc, etc. Les généalogies idéologiques, tout ça, je mets ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc une fois qu'on a dit ça, l'islamisme est un mouvement conjoncturel, c'est donc un mouvement qui va disparaître. Ça ne pose pas de problème pour moi. Ce qui pose problème, c'est les conditions de l'énoncé de la disparition des islamistes qui nous ont été faites, on va dire, par les hauteurs dominantes de l'appareil académique et par un certain nombre de médias. Ah, les islamistes ont perdu, il n'y en a plus, ils ont disparu du jour au lendemain, sans donner de nom. Qui dans cette région du monde osera voter pour ceux qui n'étaient pas, désormais, pour ceux qui n'étaient pas là à l'heure de la victoire? Constat factuel faux, conséquences erronées. Autre mauvaise perspective, me semble-t-il, évidemment, quand on dit il n'y a aucun islamiste, ils ont disparu, on cherche une raison, et on dit, eh ben, dans le monde arabe, tout est religieux, donc plus rien ne doit l'être spécifiquement. Ceux qui ont lu cette analyse-là reconnaîtront son auteur, il n'est pas question pour moi de personnaliser. J'ai simplement noté que les faire-part académiques de la disparition des islamistes se succèdent mais ne se ressemblent pas. Et c'est cette diversité, cette disparité qui me choque un petit peu. Moi, je veux bien que les courants islamistes disparaissent, ils vont disparaître, mais ils ne disparaissent pas dans le contexte des printemps arabes, et c'est ça que voudrais montrer ce soir. Et vous ne ressortirez pas nécessairement plus inquiet que vous n'êtes entré dans la salle, parce qu'évidemment, ce mot islamiste a des acceptions qui sont extrêmement variables selon comment on construit cette notion. Pour ma part, je ne la construis pas de manière telle que vous ayez envie de vous sauver si on vous dit les mouvements islamistes vont continuer à faire partie du paysage de cette région. Pour faire très 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 simple, je dis souvent, le mot islamiste peut rimer avec Taliban, mais il peut aussi rimer avec Erdogan, et on a toutes les raisons de penser que ce qui est en train de se produire actuellement, c'est plus l'émergence d'une génération politique qui n'est pas plus traumatisante que ne l'est la majorité politique actuellement en Turquie, réélue très récemment, que ne le sont des expressions radicales dans des contextes politiques très spécifiques qui sont des guerres civiles, des mécanismes d'oppression et de domination, où la stigmatisation sectaire de l'autre prend le pas sur la logique de la contre-violence. Il y a des lignes rouges dans mon discours. Je n'aime pas tout le monde. Je suis prêt à sortir la violence républicaine contre ceux qui stigmatisent l'autre au nom de son appartenance. Sale chrétien, sale juif, sale musulman, on ne peut pas souscrire. Et je dis souvent que nous avons dans notre culture nationale les deux exemples des attitudes politiques, l'une légitime, l'autre pas. Aux armes citoyens, tout va très bien. Mobilisons ce degré de contre-violence que justifie la violence de notre environnement. Tout va très bien. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, pardonnez-moi, ça sent pas bon. C'est la stigmatisation sectaire, raciste de l'autre sur une base qui n'est pas une base politique. Donc cette frontière, elle existe, elle est totalement
elle est totalement universelle. Les printemps posent toute une série de questions. On va les survoler vite pour arriver, mais j'ai besoin de ce matériau pour arriver au cœur même de notre questionnement. Pourquoi seulement en 2011? Pourquoi il a fallu attendre tant de temps que ça, hein? Pourquoi en Tunisie et pas ailleurs? C'est-à-dire quelles sont les variables de la différenciation qui permettent non pas de pronostiquer, mais enfin de comprendre quels sont les points d'appui de régime dans leur société et quels sont leurs points de faiblesse. Et puis bien sûr, on se posera la question de quel est le rapport de force qui pourrait exister entre les différentes forces politiques, et notamment bien sûr donc quelle place pour les islamistes, en faisant une triple distinction. Les salafis, on va les appeler les apolitiques, ceux qui ont été longtemps apolitiques, c'est-à-dire qui ont refusé l'engagement dans la compétition électorale, ceux qui au contraire en sont les promoteurs, le courant des frères musulmans, et puis les djihadistes, on va dire, pourquoi ne pas sacrifier à la terminologie habituelle, étant entendu que des djihadistes, pour moi il y en a beaucoup, je stigmatise le djihadisme israélien ou le djihadisme américain, c'est-à-dire considérer que c'est l'action directe, l'action armée ou le hard power. Hein. Le djihadiste, ça serait les adeptes du hard power pour faire évoluer une situation dont on estime qu'elle n'est pas acceptable au regard des repères éthiques que l'on a pour apprécier le monde. Alors pourquoi ça s'est passé seulement en 2011 ? Il est extrêmement important, et ça Elisabeth l'a bien dit ce matin, de bien comprendre que ces soulèvements ne sont pas les premiers. Il y a eu déjà, avec des lexiques différents, dans des circonstances différentes, des dizaines de rébellions historiquement dans cette région du monde. Moi, je vais en prendre une qui me paraît... Il y a eu le printemps berbère, il y a eu les révoltes du pain, il y a eu des manifestations syndicales de la gauche relativement solides. Hein. Alors pourquoi c'est celle-là qui l'a emporté et pourquoi seulement en 2011 ? Eh bien... Non, pardon, j'ai oublié la principale. La principale, à mes yeux, on a cité ce matin, et il ne faut pas hésiter à le faire, la révolution iranienne, qui, elle, a réussi, et qui est aussi une des premières grandes manifestations, avec une assise populaire forte, d'un rejet du système politique établi en corrélation avec les intérêts occidentaux. Dans les dates qu'on a citées ce matin, j'aurais bien aimé en entendre une, c'est 1953. 1953, c'est Mossadegh. On met par terre un régime, c'est l'équivalent de Allende, on met par terre un régime démocratiquement élu parce qu'on considère qu'il est en tension avec les intérêts pétroliers des Anglais et des Américains, en l'occurrence en Iran. Hein. Donc, la principale que je veux prendre en référence, c'est une victoire électorale, donc un mouvement doté d'une assise populaire forte en janvier 1991 est mis par terre par un coup d'État militaire. Hein, après avoir montré sa popularité dans les élections de juin 1990 et donc l'avoir confirmé en décembre 1991, après avoir déjà été soumis à l'exercice du pouvoir, même local, dans un environnement extrêmement difficile. Je parle donc de la guerre civile algérienne. Qu'est-ce qui s'est passé donc entre 1991 et 2011, hein, qui pourrait expliquer que cette première mobilisation populaire, de ces pouvoirs que j'ai estampillés, l'une des difficultés que j'ai à m'exprimer aujourd'hui, c'est qu'il y a dans la salle au moins 2 ou 3 personnes qui ont passé 1 an avec moi à Damas et qui connaissent chacune de mes formules et qui sourient chaque fois qu'ils en connaissent une. Donc c'est très très difficile, mais je le fais pour vous quand même. Je surmonte cet obstacle ultime. Ces régimes que j'ai baptisés, et le nom, semble-t-il, est passé à la postérité, hein, puisque maintenant il figure dans un dictionnaire du vocabulaire politique établi par Fred Halliday, paix à son âme, il est mort l'année dernière, les Pinochets arabes. Donc moi j'ai parlé des Pinochets arabes, c'était très très longtemps pas du tout politiquement correct de qualifier les régimes de cette région du monde de Pinochets arabes, et maintenant eh ben, c'est politiquement correct, on est tous d'accord, une fois qu'ils sont partis, on est tous d'accord sur le fait que c'était des dictateurs et qu'ils sont restés longtemps au pouvoir parce qu'on avait le sentiment qu'on s'y retrouvait quelque part, que les intérêts occidentaux étaient plutôt préservés que contredits par ce leadership politique. Alors, entre
entre 1990 et 2011, ce qui s'est passé d'abord, c'est la mise en place et l'exacerbation des mécanismes de blocage de la formule politique arabe. Hein, Elisabeth a dit sultanisme. C'est le seul petit reproche que je ferai à Elisabeth. J'ai pas besoin d'un mot arabe. J'ai pas besoin d'un mot connoté oriental pour définir les régimes politiques de cette région du monde. La formule politique arabe, c'était une formule qui était faite on va dire, de 4 composantes. L'interdiction des forces politiques réelles. Hein, on choisit ses adversaires, on choisit ses opposants. Hein, mais ceux qui ont une chance de gagner les élections, on les fout dehors. Hein. On rajoute une solide dose de répression, parce que, encore une fois, si on étudie l'histoire politique du monde arabe contemporain et qu'on oublie de prononcer le mot torture, il manque un compartiment essentiel. Il faut dire torture, 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 torture. C'est la cerise sur le gâteau de la formule politique. Si vous dépassez la ligne rouge, vous n'avez pas une tape sur la main. Vous avez la torture. Hein. Et je dis souvent que dans l'islamisme en face, 6 des acteurs que j'ai côtoyés et interviewés et qui pour certains ont été presque des amis sont morts de mort violente, enlevés et morts sous la torture. Donc c'est pas un périphénomène, c'est vraiment un élément structurel de la formule politique dans ces pays. Vous savez que dès que vous dépassez la ligne rouge de la dénonciation des intérêts ou de la description du système, vous pouvez être torturé. Donc 20 ans de politique arabe, c'était l'interdiction des forces politiques réelles, la répression, une expression qui est très bonne que Mohamed Teuzi avait employée, que j'avais employée avec un autre vocabulaire, c'est le débrayage du système institutionnel. Il y a des institutions, mais elles tombent dans le vide. Il y a des élections, il y a une façade institutionnelle, mais cette façade n'a absolument aucune prise sur la distribution du pouvoir au sommet de l'État. D'accord ? Bien sûr, le corollaire, c'est corruption et clientélisme. Pour résumer, on peut dire que les performances du système de représentation, enfin les carences du système de représentation sont palliées par le système de répression. Les institutions répressives prennent le relais des carences des institutions représentatives. Dans le cas des régimes arabes, il y avait une petite chose en plus sur laquelle on reviendra. Il y avait un empaquetage idéologique, hein, qui permettait de légitimer le recours à un autoritarisme qu'on ne pouvait pas complètement cacher. C'était ce qu'on pourra appeler à partir de 2001 la Ben Ladenisation des oppositions, hein, c'est-à-dire la criminalisation à l'idéologique de toute forme de résistance, qui rend donc légitime le recours à un certain coefficient de force, puisque si ce n'était pas moi, ça serait quelqu'un qui serait bien pire. Et ça va fonctionner remarquablement. Il faudrait revenir aux racines de ce qu'est l'islam politique pour l'opinion publique occidentale, parce que ce discours-là, il ne va pas fonctionner très bien dans les sociétés concernées, mais à l'export, à l'international, il va fonctionner remarquablement bien. À l'intérieur, les gens vont savoir quand même assez vite la réalité de la situation, mais à l'extérieur, ça va fonctionner remarquablement bien. Donc la criminalisation à l'idéologique des résistances et des oppositions. Il me résiste, dit le général israélien, non pas parce que j'occupe son terrain, mais parce qu'il est musulman. Mais parce que c'est un fondamentaliste musulman. Et ce n'est pas des formules qu'on invente. Sharon disait, vous avez Ben Laden, nous avons Arafat. Et très récemment, Netanyahou a dit, vous avez Ben Laden, nous avons le Hamas. Donc on aura toujours cette dépolitisation de l'origine de la contestation et de la résistance, hein, pour faire porter à la culture de l'autre, à son appartenance primaire, l'origine de du recours qu'il fait éventuellement à la violence. Donc la formule politique arabe, c'est une formule répressive, sultanisme comme l'a décrit Elisabeth ce matin, assortie de cette capacité qu'a le fort à faire passer le faible pour un terroriste. On a, dans le cadre d'un programme de recherche qui s'est terminé la semaine dernière par un colloque à Lyon sur violence et contre-violence dans le Golfe et en Europe, on a publié un numéro spécial qui n'est malheureusement pas un numéro spécial de la revue Confluence, mais un numéro spécial de la revue Muslim World.
Et en tête de ce numéro, Pascal Ménoret, co-auteur, a trouvé une citation de Chomsky qui est très éloquente. Chomsky dit on croit toujours que le terrorisme est l'arme du faible. C'est une grave erreur analytique. Le terrorisme, c'est l'arme du fort. Simplement, la force du fort, c'est qu'il est non seulement capable de recourir à la violence aveugle, mais qu'il est capable, il a les ressources idéologiques pour faire porter la responsabilité de cette violence à celui qui en est la victime. Parce qu'il contrôle la représentation idéologique du mécanisme de violence. C'est un petit peu ça, la formule politique arabe. Donc, elle va se mettre en place en 1990. Pourquoi? Elle va s'exacerber en 1990. Qu'est-ce qui se passe en 1990? En 1991, comme on l'a dit. Eh bien, les dictateurs arabes jettent un petit coup d'œil dans les urnes. En 1989, avril 89 en Tunisie, idem en Jordanie, idem en Algérie, parce que ici et là dans le monde, notamment au Yémen, il y a des petits frémissements de pluralisme. Le président Ben Jedid, les présidents algériens, après Boumedienne, ce ne sont pas des présidents, ce sont des choses que les clans qui sont véritablement au pouvoir mettent en avant pour gérer la communication des clans militaires. Et dès qu'ils sont au pouvoir, ils ont tous le même réflexe, 5 de suite, ils essayent de se prendre au sérieux, ils croient qu'ils sont vraiment présidents, ils croient qu'ils ont vraiment été élus, et ils essayent de repousser un petit peu, de prendre un peu leur distance avec ceux qui les ont fait présidents. Et Chadli Ben Jedid a cru qu'il pourrait se créer un certain nombre de ressources en ouvrant un petit peu le jeu électoral, en faisant cette ouverture pluraliste de 1989, qui se termine, comme vous le savez, aux surprises, c'est pas le bon parti qui sort des urnes, ce sont des islamistes. Même signal en Tunisie, même signal en Jordanie. Que va-t-il se passer à partir de 1990? Les régimes arabes, les autocrates arabes vont mettre de façon définitive leur pouvoir à l'abri, hors d'atteinte des humeurs électorales de leurs concitoyens. Ils vont le faire par des méthodes que j'ai déjà en partie évoquées, que je résume. Ils vont d'abord dissoudre ceux qui ont eu cette arrogance d'apparaître comme capables de remporter des élections. Ils vont ensuite, par des mécanismes, tous les ressorts de l'ingénierie constitutionnelle, transporter le pouvoir à un niveau où il n'est plus possible de l'atteindre par des mécanismes électifs. Alors ils vont créer une seconde chambre en Algérie, ils vont déplacer le pouvoir des enceintes parlementaires jusqu'au cercle étroit des conseillers du monarque. Au Maroc, vous pouvez avoir la majorité au Parlement. Vous pouvez même avoir le gouvernement. Ça ne change pas grand-chose. Donc on peut se payer le luxe d'un semblant d'alternance politique. Le pouvoir, le vrai pouvoir, est hors d'atteinte des humeurs électorales. Débrayage du système institutionnel, ben ladénisation. Donc en 2011, le premier gros changement, c'est l'exacerbation de cette formule politique arabe qui s'est mise en place en 1990. Le deuxième, bien sûr, celui dont on a déjà parlé, dont on va reparler car il est central, c'est le fait que la protestation va employer un lexique désidéologisé et au-dessus des appartenances primaires, dans lequel tout le corps de la nation, quelle que soit son historicité, son appartenance politique primaire, confessionnelle, ethnique, le printemps berbère. C'est joli le printemps berbère, mais si on n'est pas berbère, ça ne peut pas marcher. La mobilisation islamique, bien sûr, en Égypte, exclut de facto ceux qui sont chrétiens. Les luttes syndicales, victoire du prolétariat demain, font passer des frissons désagréables dans le dos des patrons d'entreprise. Pour la première fois, le référentiel qui est employé est un référentiel qui peut être intériorisé par toutes les composantes de la société. Il est au-dessus des appartenances partisanes, et ça, évidemment, c'est donc une expression désidéologisée, supra-partisane. On verra qu'il faut faire attention. On a surestimé peut-être cette dimension-là. On a surestimé le caractère novateur de cette dimension-là. Ce n'est pas la première fois que les sociétés arabes se montrent capables d'exprimer des revendications sur un registre universel, dégagé des scories des appartenances partisanes.
dans cette belle revue Le Jeu de loi, je voyais un reportage sur la communauté Sant'Egidio. Sous l'égide de la communauté Sant'Egidio en 1995, tout le spectre des forces politiques algériennes, trotskistes, Louisa Hanoun, à membres du Front islamique de salut, vont bel et bien se dire capables de faire un bout de chemin politique en faisant l'économie de la spécificité de leur ancrage partisan. Le Hezbollah a passé une alliance électorale avec la moitié de la communauté chrétienne au Liban. Et il a, de ce fait, désislamisé son vocabulaire de mobilisation. Les terribles barbus yéménites du parti Islah, les islamistes yéménites, ont passé un accord électoral depuis 5 ans maintenant avec leurs pires ennemis historiques, les marxistes socialistes. Donc ce n'est pas la première fois, ça s'est déjà produit par le passé. On connaît les mécanismes à la fois intellectuels et politiques des synergies qui s'opèrent dans la société par-dessus les appartenances partisanes. Mais disons que oui, indiscutablement, c'est une étape. Ces printemps se sont exprimés particulièrement explicitement. Pourquoi ça a donné lieu à un malentendu? Parce qu'ils sont venus... ce ne sont pas les vieux foyers protestataires ou l'un d'entre eux qui est arrivé en tête qui se sont exprimés, c'est effectivement cette magie des réseaux sociaux qui ont mis sur une base minimale, en synergie, tous les foyers protestataires qui se sont exprimés sur un registre extrêmement minimal. Yerhal dégage par, je lisais, je ne sais pas où l'autre jour, c'est assez amusant, que dans la rhétorique du régime yéménite, si je lisais ça sous la plume d'une de mes excellentes doctorantes, Marine Poirier pour ne pas la citer, mais c'était dans le monde diplomatique également, dans l'article sur le Yémen, que le régime yéménite, pour discréditer ses opposants, disait « ils emploient que des catégories qui viennent de langues étrangères ». Ils disent « dégage », c'est pas yéménite ça. Donc ils essayaient de discréditer le langage des révolutionnaires, compte tenu du fait qu'il employait un certain nombre d'expressions qui avaient été employées en Tunisie et en Égypte. Alors, deuxième grande différence, donc, le fait que la mobilisation ait été d'autant plus unanimiste qu'elle était portée par un référentiel qui était exempt des scories des appartenances de gauche, et surtout islamistes de gauche, ça ne nous aurait pas tellement fait peur, mais l'absence du lexique islamique dans la mobilisation a eu un effet doublement bénéfique. Il a refermé la fracture qui subsiste au sein des sociétés maghrébines entre ceux qui se sentent à l'aise ou pas en danger par l'utilisation du référentiel islamique et ceux qui ont une attitude inverse. Mais surtout, il a rassuré l'opinion publique occidentale. Nous avons immédiatement vu de façon positive ces révolutions parce qu'elles n'employaient pas ce langage qui nous fait peur. Et puis bien sûr, la troisième grande modification, mais c'est banal, on a presque tout dit, je vais donc pas le redire, je vais juste dire la restriction que j'apporte à ce paramètre-là, c'est les réseaux sociaux, c'est les nouveaux médias, etc. Alors bien sûr, je pense qu'on l'a en partie dit ce matin, en 1980, vous pouviez en Syrie assassiner 25 000 personnes, ou même en 82, ou même 2 ans avant, on a assassiné près de 1000 dans la prison de Palmyre. À partir du moment où il n'y avait pas une image, il n'y avait pas la moindre trace médiatique, disons le prix de la violence a considérablement monté actuellement. Un cadavre, ça vaut un petit peu plus cher qu'il y a 20 ans. Ça vaut significativement plus cher. Il y a des exceptions, il y a des contre-performances du système médiatique, mais disons que maintenant, l'État ne peut plus utiliser le même coefficient de violence que par le passé. Alors, une petite nuance sur les réseaux sociaux. C'est comme toutes les percées technologiques, et elles sont ambivalentes. D'abord, évidemment, c'est pas... Vous connaissez sans doute l'histoire, c'est Yasser Arafat, et non, c'est Nasser, Sadat et Moubarak qui se retrouvent au paradis, et on demande à Moubarak, est-ce que c'est toi le poison qui aurait tué Nasser, la Manassa, la tribune qui a tué Sadat, et lui il répond, non, moi c'est Facebook. Attention au dérapage, c'est pas Facebook qui a initié les révoltes arabes, il a été un adjuvant de la communication entre les protestataires. Attention aussi
au fait que les réseaux sociaux sont des instruments aux mains de la société, mais aussi des instruments aux mains du pouvoir. On sous-estime souvent que, par exemple, en Arabie Saoudite, on pourrait aussi bien démontrer que peut-être bien que le printemps, il met longtemps à venir, parce qu'il y a une capacité à surveiller les blogueurs, à arrêter les gens pendant qu'ils sont en train d'écrire un article. J'ai eu la démonstration hier. Je n'avais jamais eu la démonstration. Je savais comment ça fonctionnait, mais hier à Lyon, l'ordinateur des gens chez qui je logeais étant tombé en panne, ou plutôt on voulait retrouver le password de la connexion Wi-Fi, on a appelé un réparateur et il a dit bon, vous allez sur Internet, vous mettez ce petit logiciel et puis après vous touchez plus rien. Et j'ai vu le monsieur rentrer dans l'ordinateur, se promener dans l'ordinateur, chercher, fouiller dans les fichiers, refermer. Je savais que ça fonctionnait comme ça, mais de le voir, ça fait peur. Il faut savoir quand même que ces technologies de l'information, elles ont donné des moyens aux États qui sont absolument terrifiants. Vous savez sans doute que quand les manifestants passent devant une borne téléphonique, il y a leur nom qui s'aligne sur les écrans des services de sécurité, puisque leur portable est branché, donc on les identifie comme défilant à un endroit donné de la ville. Hein. Dans les ambassades, on ne rentre jamais dans une salle où on se réunit avec son portable. Il est éteint à 15 mètres parce qu'on sait qu'on peut le remettre en marche à distance. Donc il y a aussi des éléments de contrôle qui sont qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc les réseaux sociaux, oui, mais oui et non. Hein. Ils ont aussi pu freiner. Il y a des faux sites. On dit Abba Bachar, tout le monde vient se connecter, et Froum, on a la liste de ceux qui se sont connectés, etc., etc. Donc il ne faut pas surdéterminer, et je pense qu'il y a eu ce premier effet que j'appelle trompe-l'œil ou angle mort. Le second, c'est les utilisateurs d'Internet n'ont pas un profil idéologique déterminé. Comme on nous l'a répété, bon, y compris au sommet de l'État, ils sont sympathiques vu qu'ils se servent de Twitter. On a oublié que depuis 10 ans, les analystes nous expliquent avec la même conviction que Al-Qaïda, c'est Internet. Hein. C'est que des mecs sur leur réseau. Alors, il faudrait savoir si quand on se sert d'Internet, on est comme ci ou on est comme ça. La réponse, elle est très simple. On est comme ci et comme ça. Hein. Et ce n'est pas déterminé par l'usage de la technologie. On le sait depuis la bande à Bono qu'on avait attribuée à la naissance de l'automobile. Donc là aussi, il y a souvent des dérapages. Les jeunes ne sont pas sympathiques et gentils parce qu'ils utilisent Twitter ou Facebook. Ils peuvent en faire un usage pour des mobilisations qui ne sont pas nécessairement, qui ne correspondent pas nécessairement à ce que nous considérons comme une mobilisation positive. Alors, il était important de savoir pourquoi on a attendu si longtemps le printemps. Quelle est la structure du processus qui est en cours? Combien de temps, monsieur le directeur, j'ai déjà utilisé? 13 minutes, 20 minutes. Oui, ça va. Bon, la structure, on va passer très très vite. Vous l'avez compris, il y a un épisode libératoire qui est extrêmement spectaculaire, mais qui n'est pas décisif. Identifié facilement à Tahrir, la libération dans le cas de la place égyptienne. Laurent Bonnefoy l'a mis dans le monde diplomatique, mais donc ça me prive du plaisir d'avoir la primeur de le dire. Mais il faut savoir pourquoi les manifestants au Yémen n'ont pas utilisé la place Tahrir. C'est parce que les forces gouvernementales avaient anticipé. Comme ils ont également une place de la libération à Sanaa, ils l'ont investi avec les forces gouvernementales et ils ont obligé les manifestants à s'installer sur la place qu'ils ont rebaptisée place Tahrir, la place du changement, et ils ont été privés de la place de la libération. Donc on a un épisode libératoire, il faut bien comprendre, qui fait sauter le verrou symbolique du régime, mais il ne préjuge pas de la redistribution des cartes. On le voit très très bien en Égypte, où l'homme fort du moment, c'est l'homme fort d'hier. Donc il n'y a absolument aucun changement. Simplement, les gens dont le leader, dont le porte-parole a été déchu, doivent faire la part du feu et estimer lucidement les concessions, le volume, la part du feu, les concessions qu'ils doivent faire à la rue s'ils ne veulent pas que la rue monte une seconde fois au créneau et exige cette fois-ci leur départ. On est dans cette phase-là. Hein. On remodèle l'ingénierie constitutionnelle, c'est déjà important. Parce que la façon dont on va monter le code électoral détermine déjà en partie la réponse qui va venir, elle, dans le troisième temps. Et le troisième temps, eh bien, aux enchères électorales, la partie du pouvoir que les dépossédés ont accepté de remettre en jeu va être soumise à scrutin public. Et bien sûr, ceux qui ont perdu le pouvoir vont tout faire pour essayer de le récupérer dans le scrutin, dans le premier scrutin. Donc on voit bien que rien n'est fait, simplement
c'est un petit peu cette théorie du clic qu'on dit, il est très peu concevable que le pouvoir puisse continuer à être exercé dans cette région du monde comme il a été exercé du temps de Moubarak ou du temps de Ben Ali. Ça ne veut pas dire qu'on est passé dans la perfection absolue, mais ce qui a poussé les gens en Égypte, c'est très 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 frappant, à brûler les commissariats de police, qui était vraiment la perception immédiate de la violence de l'État, cette arrogance, l'usage de la torture, tout ça, on a l'impression que ça n'a pas disparu. Hein. J'écoutais l'autre jour, je ne sais pas où, parce que les séances printemps se multiplient, l'avocate tunisienne très connue, aidez-moi, ce nom. Non. Non, l'une des... Oui. Radia Nasraoui. Oui, qui disait, moi je suis avocate, la torture, j'en vois encore aujourd'hui, et c'est aussi terrible qu'avant. J'avoue que j'étais extrêmement surpris, mais bon, les pratiques de torture n'ont pas cessé dans les commissariats. Mais disons qu'on est dans cette phase-là. Il faut bien avoir conscience que cette phase-là, elle se déroule sous la surveillance des acteurs internationaux. Et donc là, c'est plus un jeu uniquement entre les pouvoirs, mais il est évident que les États-Unis, s'agissant de l'Égypte, à partir du moment où un certain degré de dépendance économique persiste, et vous savez que l'aide alimentaire à l'Égypte est absolument essentielle, à partir du moment où ces régimes sont fragilisés par le coût économique de ces périodes de turbulence, bon, il va de soi que les décisions ne sont pas prises dans un tête-à-tête entre les héritiers du pouvoir et les manifestants. Et donc après, il y aura mise aux enchères. En Tunisie, ce n'est pas forcément un bon signe. La commission électorale est arrivée à faire repousser les élections. On sait très bien que derrière, il y a des enjeux purement politiques. En l'occurrence, c'est très simple, c'est parce qu'on a peur qu'une force politique que les membres de la commission électorale n'aiment pas l'emporte dans l'état actuel des connaissances de ceux qui prennent les décisions. Mais on voit déjà des mécanismes altérer potentiellement ce choix dont Alain Grèche disait tout à l'heure qu'il est très difficile parce qu'on se dit « Ah, c'est peut-être pas ceux dont on a envie qu'ils gagnent qui vont gagner ». On pourrait y revenir, mais bien sûr, on pourrait expliquer les variables de la différenciation, pourquoi c'est arrivé en Tunisie. Il est extrêmement présomptueux de quantifier les facteurs qui affaiblissent ou qui renforcent un régime, qui affaiblissent un régime ou qui, au contraire, diffèrent le moment où il va tomber. Par contre, on peut les identifier. Les identifier, ça, c'est pas difficile. Les quantifier et dire là, on a atteint le seuil, ça va craquer demain, ça, c'est extrêmement. Mais on peut les identifier pour au moins montrer la complexité de l'équation qu'on doit résoudre pour dire la météo politique dans la région à court terme. Bien sûr, il y a la longévité du régime. Eh bien, la Libye avait battu tous les records, mais la Tunisie était pas mal placée non plus, l'Égypte était pas mal placée non plus. La Syrie, me direz-vous, a un tout jeune président, mais dans le cas de ces monarchies républicaines, telles que la Syrie, où la transmission avait déjà eu lieu, mais qui s'apprêtait à faire la même chose en Libye, au Yémen, en Égypte, Gamal en Égypte, le changement dans la dynastie ne renouvelle pas les titulaires ou les modes de fonctionnement du pouvoir. Il y a le degré de liberté d'expression. Paradoxalement, le paysage était relativement varié. En Égypte, le contrôle sur la liberté de la presse n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il était en Tunisie, en Libye, en Syrie. Je dirais les trois mauvais élèves de la classe, la caricature, c'est Syrie, Libye, Tunisie. Mais par contre, Égypte s'était mis hors d'atteinte des humeurs de la presse nationale, et il y avait un certain... Quand vous lisez l'immeuble Yacoubian, par exemple, vous voyez que quand même, c'est pas seulement une stigmatisation du personnel politique, mais on déconstruit le système, le mode de corruption, etc. Bon, ces ouvrages-là pouvaient exister. En Algérie, c'est très vicieux. On peut avoir l'impression qu'il existe une certaine liberté éditoriale si on ne sait pas que des clans militaires s'affrontent et que ces joutes médiatiques cachent le plus souvent des luttes de clans. Alors on a l'impression d'une liberté de la presse quand on voit tel ministre se faire assassiner, mais il faut savoir qu'il n'est pas dans le bon clan et qu'il y a des jeux de pouvoir derrière. Mais par contre, si vous commencez à analyser trop lucidement les mécanismes par lesquels la rente pétrolière est détournée de sa destination finale, les investissements économiques pour aller dans les poches des clans au pouvoir, là, vous allez avoir des problèmes de santé.
Bien sûr, la façade institutionnelle varie dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Certains pays interdisaient, juridiquement l'existence d'une entité différente du parti au pouvoir, avec des formes juridiques extrêmement variées. La Syrie, la Libye, c'était Men Tahazzaba Khana, celui qui fait un parti trahi. Mais l'Arabie Saoudite, c'est la même chose, avec une autre culture juridique complètement différente. Vous ne formez pas d'entité ayant un droit d'expression différente de celle de l'État. Mais par contre, la Syrie, personne ne le sait, mais la Syrie c'est un pays pluraliste. Il y a un front qui regroupe des partis. Bon, ils ont un journal, ils ont une boîte aux lettres, ils ont un local. Bien sûr, si vous avez assisté au discours du président Bachar devant le Parlement après une ou deux semaines de révolte, vous avez compris que l'atmosphère est plus proche de la Corée du Nord que de la Suède. Mais il n'empêche, la façade institutionnelle, je ne sais pas pourquoi je fais de la Suède un exemple de démocratie, d'ailleurs, on aurait pu choisir un autre, mais il n'en reste pas moins que le système marocain est plus fonctionnel, même si le pouvoir n'est pas à prendre dans les urnes, même si l'idée d'une alternance est à écarter, on a quand même l'impression de jouer aux élections. On peut quand même y croire un petit peu, et il est évident que des pays comme l'Égypte, l'Algérie, il faut le dire vite, le Maroc, n'avaient pas des façades institutionnelles aussi étanches que des pays comme la Tunisie, même si juridiquement il y avait une façade institutionnelle pluraliste, la Libye, la Syrie, l'Arabie Saoudite. Donc ces nuances-là doivent être prises en compte. Bien sûr, on peut aussi étudier la configuration des oppositions. Ce qui renforce ou qui affaiblit les régimes, c'est la crédibilité des alternatives qui existent ou qui n'existent pas. Ce qui renforce ou qui affecte la crédibilité d'un changement de majorité, c'est le degré d'homogénéité de la société face au changement. Il est évident qu'un pays comme la Tunisie ou comme l'Égypte, malgré le paramètre confessionnel en Égypte, est moins sujet aux divisions régionalistes, ethniques, confessionnelles, que ne le sont des pays comme le Liban, la Syrie, où on a en Syrie l'image, le spectre potentiel d'une situation à l'irakienne ou d'une situation à la libanaise, hein, qui n'existe pas dans les mêmes proportions en Tunisie, où la société est plus homogène, où on n'a pas de phénomène régionaliste majeur, comme on a par contre en Libye, hein, où on a une division historique entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Et puis bien sûr, les mobilisations protestataires sont faites par des gens qui ont une mémoire. Quand vous êtes syrien, vous pouvez vous souvenir de l'épisode de Hama. Vous pouvez vous souvenir qu'une protestation peut conduire à la répression absolue et totale à l'arme lourde, telle que ça a donné à Hama en 1982. Quand vous êtes algérien, vous pouvez bien sûr vous souvenir que l'épisode protestataire majeur a conduit à la situation du milieu des années 90. Donc, ça, c'est un inventaire qui n'est absolument pas... Après, il faudrait voir la posture de l'armée, la posture sociale, économique, politique de l'armée dans le corps social. C'est juste pour montrer la multiplicité des paramètres que l'on doit prendre en compte si on veut commencer à jouer avec la prospective politique à court terme. Je m'y suis amusé, j'ai pris 2 baffes, une sur la joue droite, une sur la joue gauche, donc je suis maintenant plus particulièrement présent, plus particulièrement prudent. Il y a 2 ou 3 mois, et c'était devant une caméra de télévision, j'ai confirmé, j'en suis convaincu, que le régime libyen avait implosé, et le régime libyen a implosé. Je trouve que j'ai écrit un peu sur la Libye, que je faisais partie du petit nombre de ceux qui étaient supposés connaître ce pays. Le régime a implosé. Mais j'ai sous-estimé la force des ressources financières et le fait, bon, le rapport de force en Libye a basculé. Ça a été peu dit, mais je pense que c'est déterminant quand les individus de la garde présidentielle tunisienne sont venus s'embaucher au service de Kadhafi, alors qu'ils étaient en déroute en Tunisie. Puis immédiatement, il y a eu un soutien sans doute de pilotes syriens, puisque des avions ont continué à voler alors qu'ils avaient été interrompus. Et puis après, il y a eu un soutien algérien, vraisemblablement, de véhicules armés relativement substantiels.
Et donc, ce régime, à mon sens, n'a plus de ressources idéologiques, mais il perdure. Et l'internationalisation a pris la dimension que l'on sait. Et puis l'autre difficulté que j'ai eu à prévoir la météorologie, c'est qu'en vivant à Damas, il y avait très très peu de gens qui estimaient que la révolte serait aussi forte, prendrait cette ampleur. Pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui est très simple, c'est que la révolte en Syrie est venue de provinces, n'a pas affecté les capitales, alors qu'elle était plutôt inscrite dans les capitales, même si, bien sûr, il y avait toute une série de révoltes sociales ailleurs, notamment en Tunisie et en Égypte. Alors, quelle place pour les islamistes dans la reconfiguration politique? J'ai dit avant-hier que j'avais deux catégories de collègues. Il y a ceux, et puis je l'ai redit, il y a ceux que je n'aime pas parce qu'ils sont d'accord avec moi, et donc ils me mangent mon pain, quoi, et mon identité de recherche, et puis il y a les gentils, ceux qui expriment des opinions avec lesquelles je suis en désaccord radical. Et je dirais que récemment, mes grands collègues ont été drôlement gentils avec moi, puisqu'ils ont exprimé des points de vue qui étaient assez substantiellement différents de ce que je croyais penser. Et effectivement, qui désormais votera pour les islamistes dans cette région du monde, pour ceux qui n'étaient pas là à l'heure de la victoire, où l'annonce, se faire part de décès académiques qui a été énoncé aussi bien sur la branche politique que sur la branche radicale, la seconde mort de Ben Laden, m'ont tous deux laissé sur ma faim. Je ne suis pas convaincu que, on va commencer par lui, que Ben Laden ait été assassiné intellectuellement par la venue des printemps arabes, et je ne suis pas du tout convaincu que les printemps arabes ont signalé la disparition des islamistes du paysage politique. J'ai, je dirais, depuis lors, des raisons de penser que je n'ai pas eu complètement tort, puisque nous avons désormais des éléments d'information beaucoup plus précis qu'on en avait au lendemain des épisodes protestataires. On sait que dans le contexte complexe, je le sais, du référendum égyptien, le camp auquel n'étaient pas associés les islamistes, mais où étaient quand même associés, en plus de la génération des Shabab al-Thawra, des jeunes de la Révolution, Amr Moussa, qui n'est pas particulièrement un jeune de la Révolution, donc l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, et dont on peut imaginer qu'il a mobilisé quand même quelques points. Eh bien, ce camp-là a fait 22%, l'autre a fait 77%. Donc, il me paraît difficile d'en conclure que plus personne dans ce contexte-là a voté pour ceux qui faisaient leur réapparition dans le jeu politique. Et en Tunisie, on a une série de sondages, dont un sondage américain il y a une quinzaine de jours, qui mettait à 2 points près Ennahda comme la première force politique dans la fresque électorale tunisienne, chiffre à manier avec la plus grande prudence, mais qui dans tous les cas interdisent de dénoncer ou de cautionner des diagnostics aussi péremptoires que ceux qui ont été énoncés sur la disparition, le désaveu des courants islamistes, parce qu'ils n'auraient pas été au cœur du dispositif révolutionnaire. Alors, répondons à cette donne factuelle. Est-ce que les islamistes étaient absents du dispositif révolutionnaire? Oui et non. Dans le cas de l'Égypte, dissocions, les salafis ont toujours été instrumentalisés par les pouvoirs parce qu'ils avaient la bonne idée de prôner une abstention politique. Donc, pour les régimes, c'était pain béni. Ils n'étaient pas des opposants. Donc, on aimait bien les salafis parce qu'ils étaient à la fois barbus, et donc ils mangeaient une part du marché des opposants utilisant la référence religieuse, sans pour autant traduire leurs dividendes dans le champ politique. Alors, il est exact que les salafis n'ont pas du tout soutenu les révoltes dans le monde arabe. C'est en fait un tout petit peu plus compliqué que ça, sinon tout serait trop simple. En Tunisie, ce n'était pas le cas. En Tunisie, il n'y avait pas eu cette transaction entre le régime et les salafis. Le régime réprimait également les salafis.
Donc, nous avons eu, bon, vous pouvez trouver sur les carnets de l'IFPO un doctorant qui s'appelle Romain Caillet, qui a étudié toutes les postures des salafis vis-à-vis des printemps arabes. Donc, elles ne sont pas monolithiques, mais disons, grosso modo, la plupart des salafis n'ont pas soutenu les révoltes arabes et doivent en payer le prix politique, mais ils s'en fichent politiquement. En principe, ils ne veulent pas entrer dans la compétition électorale. Je dis en principe, car dans ce monde dangereux, tout change, nous allons y venir. Ensuite, il y a les frères musulmans. Eh bien, les frères musulmans, oui, bien sûr, c'était les gens qui demandaient qui réclamaient la reconnaissance légale, qui ne l'avaient pas eue, qui n'avaient jamais pu, en tant que parti explicitement issu des frères musulmans, entrer dans le combat politique, puisque en Algérie ils sont interdits, en Tunisie ils sont interdits, en Égypte ils étaient interdits, au Maroc ils sont interdits, et donc là, eh bien, ils vont, attention, les nouveaux acteurs politiques du débat électoral dans le monde arabe seront tous ceux qui étaient bannis, et en premier lieu les islamistes, hein, les frères musulmans. Et puis troisièmement, la composante radicale. La composante radicale, donc on va dire les tenants du hard power. Moi j'aime bien employer des mots qui permettent d'universaliser les postures politiques. Bon, je n'ai pas besoin de parler arabe pour expliquer le monde arabe. Et j'ai même une théorie, plus les gens parlent arabe dans une explication, plus ils sont à mes yeux suspects. Parce que ça veut dire qu'ils ont besoin d'une explication qui est essentialiste. Ils n'arrivent pas à transporter sur le terrain universel l'attitude des acteurs politiques. Or, la plupart du temps, tout est traduit. Comme on est arrivé à l'heure de la récréation, je vous dis juste une petite traduction dont j'étais particulièrement fier. On m'avait demandé de traduire, non, de commenter le mot takfir. Takfir, c'est un truc, ça fait peur. Hein. C'est quand vous kaffirez quelqu'un, vous dites de lui qu'il est un mécréant, donc vous le privez des garanties dont est éligible tout membre de la communauté légitime. Hein, tu n'es plus des nôtres. Ok ? Alors on peut traduire ça, bien sûr, en français par excommunication, mais ça n'a pas du tout le même pouvoir parce qu'on n'est plus suffisamment chrétien pour que le mot excommunication nous fasse franchement peur. Hein. Mais ça veut dire, je dis de toi que tu n'es plus susceptible de bénéficier des garanties qui sont attribuées et reconnues à tout individu qui est membre du groupe légitime. Et pour faire sens, je m'étais dit que s'il existait bien de nos jours un mot qui permette de traduire, le takfir, il n'existe malheureusement pas ni en français ni en anglais, mais il existe en espagnol, c'est la guantanamisation. Quand vous guantanamisez votre adversaire, vous décidez de lui qu'il ne fait plus partie d'un groupe légitime, le prisonnier de guerre susceptible de bénéficier des garanties inhérente à sa condition, et vous avez le droit de le découper en rondelles dans le silence total, de le priver de toute garantie juridique. Donc la guantanamisation, ça existe. Donc on n'a pas besoin tout le temps d'avoir recours au vocabulaire de la culture de l'autre. On doit toujours pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, c'est précisément parce qu'on étudie la langue de l'autre qu'on s'aperçoit de la proximité culturelle. Alors les djihadistes, qu'est-ce qui leur arrive ? D'abord, moi, je ne suis pas content quand on dit que Ben Laden a été désavoué par les printemps arabes. Ben non, on peut tenir la thèse absolument inverse. Ben Laden, dès 1995, est un de ceux qui a démonté avec le plus de pertinence le caractère mortifère de la formule politique arabe et du triangle de la répression des ordres nationaux coordonné avec l'ordre international. Eh bien, il s'aperçoit qu'à peu près tout le monde est d'accord avec lui dans les sociétés qu'il a appelées à se révolter. Ben, c'est pas uniquement une défaite, ça ne doit pas nécessairement être lu comme une défaite, puisqu'il a dénoncé un ordre politique corrompu, cet ordre corrompu est dénoncé comme tel par la majorité de la population. Mais, me dit-on, il le faisait sur un registre sectaire. Oui, c'est là la différence. Il l'a fait avec un registre de mobilisation sectaire. Moi j'aime bien les nuances. Quand on disait du temps de mon papa Salbosch, on était dans une logique sectaire. Donc très souvent, le vocabulaire sectaire sert de logistique à une mobilisation politique. Moi, j'ai essayé de démontrer dans l'ouvrage L'islamisme à l'heure de l'Al-Qaïda que, avant toute chose, ce qui va fabriquer l'Al-Qaïda, c'est pas tout d'un coup l'envie de transformer tout le monde en musulmans barbus, c'est quand même la dénonciation ce que j'ai appelé un triple dysfonctionnement du politique,
à l'échelon international, c'est le Global Order qui naît de 1990, la militarisation de la diplomatie pétrolière américaine, et puis le conflit israélo-arabe, et le triomphe du hard power ou du djihadisme israélien dans le conflit israélo-arabe, et bien sûr la formule politique des Pinochets arabes à l'échelon local. C'est ça que Ben Laden a dénoncé. Il l'a dénoncé avec le lexique de la mobilisation musulmane. Il disait toujours au roi Fahd, à qui il écrit très gentiment au début, « Et t'es sûr que tu déconnes pas là, à dépenser toute ta thune dans des gros palais, à acheter des contrats à passer des contrats d'armement monstrueux dont tu nous as démontré dans la guerre du Golfe que tu n'étais même pas capable de les utiliser, et ensuite, le pire du pire, en surproduisant pour faire baisser au service des Américains les prix du pétrole. » C'est ça la rhétorique de Ben Laden. C'est pas seulement Allahu Akbar. Hein. Et même si, encore une fois, la porte d'entrée dans la lecture, c'est le lexique, c'est le lexique de la culture musulmane, mais la rhétorique est une rhétorique politique. Donc dire Ben Laden a été tué par les printemps arabes, à mon avis, ça procède du wishful thinking. D'accord ? De l'envie qu'on a de criminaliser, de dire on a gagné. Et c'est pour ça que ce constat de la disparition des islamistes, la tonalité de l'expression du constat m'inquiète parce qu'elle produit du malentendu davantage qu'elle n'en résorbe. Si on lit les printemps arabes comme on a gagné, c'est nos potes qui ont gagné et les méchants ont disparu, nous allons vers davantage de déception, de frustration et d'incompréhension. Il me semble donc qu'on doit fabriquer une autre lecture. Alors qu'est-ce qui arrive pour les salafis? Un petit complément, j'ai dit qu'il n'avait pas fait partie des révoltes arabes, mais attention, il n'est pas évident que la recrédibilisation, non j'ai sauté un escalier, ce que je veux dire concerne les salafis et les djihadistes. Qu'est-ce qui va arriver aux djihadistes? En quoi les printemps arabes les affectent-ils? Si vous suivez mon raisonnement que Al-Qaïda a été fabriqué par un triple dysfonctionnement du politique, niveau global, niveau israélo-arabe, niveau national. Et si vous acceptez l'idée que le niveau national va redevenir fonctionnel, un des trois ressorts qui fabriquaient de la radicalisation va se démonter, va se détendre. Un des trois niveaux de la machine à fabriquer des poseurs de bombes va cesser de fonctionner. L'action politique légale au niveau national va redevenir crédible. Et donc, moi, petit jeune, c'est une métaphore, frustré du désordre mondial, je vais à nouveau considérer de façon positive l'idée de m'engager dans les élections, dans l'action politique au niveau local. Et donc, l'un des ressorts de la mobilisation transnationale radicale va manquer à l'appel de la production des djihadistes. Ça, c'est important. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut bien voir que ça ne suffit peut-être pas. Pour que cette hypothèse positive fonctionne, encore faut-il que les régimes plus démocratiques, qui vont naître par exemple en Égypte, puissent s'abstraire des pressions américaines, par exemple dans le conflit israélo-arabe. On peut très bien imaginer une formule transitoire où nous aurions un régime égyptien un peu moins autocratique, mais néanmoins incapable de résister aux pressions américaines et qui resterait inscrit dans la formule de l'oppression des Palestiniens. Pour l'instant, on a des signaux contradictoires. On a 2 bateaux iraniens qui ont traversé le canal de Suez. On a le pont la porte de Rafah qui a été ouverte. Attention, je ne sais pas si vous avez lu les détails, elle a été entrouverte. Hein, c'est 400 personnes par jour, c'est extrêmement limité. Donc tout n'est pas réglé dans la posture du régime dit démocratique sur la scène internationale. Donc on peut imaginer que si ça se bloquait, on aurait à nouveau des acteurs qui auraient envie de s'en prendre directement à ceux dont ils estiment qu'ils sont responsables du verrouillage du système international, c'est-à-dire les grandes puissances. Et puis bien sûr, le conflit israélo-arabe n'a pas évolué significativement depuis les printemps arabes. Donc, on a un autre des ressorts. Bien sûr, les États-Unis n'ont pas quitté l'Afghanistan. On va dire les 2 autres dysfonctionnements du politique restent d'actualité. Donc, les djihadistes ou les adeptes du hard power dans le paysage islamiste sont en partie privés ou en partie satisfaits par l'évolution du système politique national, mais ça ne veut pas dire pour autant que la page
est complètement tournée.